Merci Aïna pour pour ces précisions. Et donc je suis heureux aujourd'hui d'intervenir ici à la demande d'un certain nombre d'entre vous. Donc comme Aïna tout à l'heure a dit, je ne suis pas là pour vous donner des cours. C'est un échange et je vais essayer de ne pas parler trop longtemps parce que le mieux c'est si on peut discuter en fait, parce que c'est la discussion qui va vous permettre d'avancer en fait. Deuxième précision, euh, je vais faire une présentation, mais je ne suis pas ici pour vous donner un cadre normatif que vous devez suivre à tout prix. Euh, on a vu qu'en fait, les étudiants en général, et donc les doctorants aussi, des fois, ont tendance à essayer de dire, voilà, il y a un cadre, et puis il faut compléter les points, etc. Et ce n'est pas ça, justement, l'objet d'aujourd'hui. Je ne vais pas non plus critiquer, en fait, ce que vous avez eu déjà comme cours. Hein. Donc, c'est un complément. Donc c'était pour ça que j'ai dit que ça va être un complément de ce qui a été déjà dit par les enseignants qui sont plus spécialistes sur la chose. Quoi qu'il en soit, à la demande de certains d'entre vous sur les cas de théorie conceptuelle et tout ça, je me suis dit peut-être qu'il y a une chose que nous oublions la plupart du temps, c'est de se référer à des normes qui existent au niveau de l'école doctorale. Et cette norme-là, c'est le livre blanc. Et donc le livre blanc, il précise en fait ces 6 points qui sont obligatoires. Donc le fondement d'une école doctorale, c'est que il décide en fonction des normes qui doivent être établies à l'intérieur. Donc là, c'est la norme de rédaction d'une thèse, c'est le livre blanc qui l'a défini. Donc ça existe sur le site web. On peut vous le redonner si vous voulez. Mais c'est en général l'introduction, l'état de l'art, les résultats, discussion générale, conclusion générale et les références en général. Donc je vais structurer en fait ma présentation sur ce point-là parce que je pense que c'est fondamental. C'est une bonne introduction pour nous en général. Donc l'introduction générale, la différence entre une introduction et une introduction générale, c'est une introduction générale, on peut mettre en fait des sous-titres à l'intérieur. Donc on peut mettre contexte, on peut mettre problématique, etc. Le contenu, j'ai juste pris ce qui était déjà dans le livre blanc. Hein, donc je vais vous donner le PowerPoint. Donc peut-être que vous n'avez pas besoin de copier ce qui était déjà là, quoi. Donc ça sert à introduire. Donc on ne défie. En général, en fonction des encadreurs, parce que les encadreurs, ce sont des gens qui viennent d'écoles, de plusieurs écoles différentes. Donc la plupart du temps, il y a des gens qui vont dire, bon, on met tout dans l'introduction générale, et puis après, on ne fait plus de méthodologie, on va directement dans les résultats. Or, le livre blanc, il précise bien que c'est juste une introduction, c'est-à-dire qu'on donne une partie de ce qui est dit, mais après, le détail, il faut qu'on les voit un peu plus tard. Ensuite, il y a l'état de l'art ou l'état des connaissances. Donc, avant, c'était l'état des connaissances. Maintenant, on l'appelle l'état de l'art. Je reprends ce qui est dit dans le livre blanc, en fait. Hein. C'est un résumé de l'état des connaissances sur un domaine et qui consiste donc à rechercher les informations utiles. Donc, on va définir après. Parce que là, on a parlé de concepts, de théories, de données, d'hypothèses, d'expérimentation. Et donc, l'état de l'art, c'est une synthèse, en fait, de ce qui est dit dans le domaine dont vous voulez investiguer. Donc, ça, c'est pas dans le livre blanc, mais c'est pour vous donner une idée de la notion de concept. Donc, le concept, ça peut être
quelque chose qui était bien formulé, comme ça peut être une idée générale, comme ça peut être une représentation générale d'un objet sur un domaine particulier, avec des caractères communs en général. La théorie, c'est un ensemble cohérent d'explications, de notions, d'idées qui peuvent englober des lois, des hypothèses qui sont induites par des observations et qui sont généralisables par après. Donc la particularité des théories, c'est que les théories doivent être généralisables. On va donner des exemples après. Là. Bon, ça c'est les données, vous connaissez les données. Et les hypothèses, c'est des suppositions de réponse à une question. Là, je précise déjà qu'il y a plusieurs façons de faire la recherche. En fonction de votre encadreur, il va vous guider de la même façon où il a fait la recherche. Bon, il y a des gens qui vont dire, voilà, tu poses la question et tu vas directement dans les objectifs. À aucun moment de ma présentation, je vais parler d'objectifs et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous raisonnez en termes de questions et d'hypothèses, vous conceptualisez déjà. Le concept, c'est basé sur le fait de poser des questions et de proposer des réponses qui peuvent être plausibles, adaptées à la question qu'on se pose en général. Donc, bien entendu, l'état de l'art se fait par la revue de la littérature, donc il faut lire beaucoup. Qui a fait quoi, dans quel domaine, qu'est-ce qu'il dit, comment peut-on interpréter ce qu'il dit par rapport à la problématique ou à la question de recherche que j'essaie de poser en général. Et vous pouvez lire tous les ouvrages scientifiques, comme vous pouvez aussi lire des articles de journaux pour étayer ce qu'a dit quelqu'un, par exemple, dans un domaine. Donc, l'état de l'art peut inclure une analyse des découvertes. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit dans un journal ou sur un site particulier en disant, voilà, bon, l'actualité, c'est qu'actuellement, c'est le virus qui est, qui est à la mode. Je ne sais pas si c'est à la mode. Et ben, il y a des gens qui disent, voilà, la chloroquine peut être un médicament efficace. Et donc, ça, c'est une information qui n'est peut-être pas encore disponible du point de vue scientifique sur des publications, mais que vous avez vu quelque part dans une page, dans un journal, etc. Et c'est une nouvelle découverte. Donc, si votre thèse a un lien avec cette information, vous essayez de l'englober en disant, voilà ce qui s'est dit au niveau mondial, etc. Et donc, le rôle de l'état de l'art, c'est vraiment de capitaliser les informations, le savoir, les connaissances, afin de ne pas refaire le travail qui a été déjà fait. Donc, l'objectif d'une recherche, c'est de faire une recherche originale, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait par d'autres personnes, ou ça a été fait par d'autres personnes, mais votre méthode à vous, elle est différente que celle qui a été déjà effectuée. Et dans ce cas, vous allez pouvoir comparer si vous faites une thèse méthodologique, par exemple, sur quel type d'outil est le plus adapté, par exemple, pour... excuse-moi, je suis un peu sciences sociales, donc je vais peut-être donner beaucoup plus d'exemples en sciences sociales. Par exemple, en se disant, mais quelle est la meilleure façon, par exemple, d'analyser la mise en œuvre des politiques publiques? Est-ce qu'on part des institutions, ou est-ce qu'on part des actions collectives, ou est-ce qu'on part de l'individu, etc. Donc ça, c'est une thèse méthodologique. Donc là où les gens ils vont pouvoir dire, voilà, quand on a analysé ça, il ne faut pas partir des institutions, il faut partir plutôt des individus. Donc là, ça va être vraiment différent. On va encore y revenir aussi après. Donc, quand j'ai dit concept et quand j'ai dit conceptualisation, il faut éviter de se dire, tiens, voilà, les concepts, c'est quelque chose qu'on va puiser, qui est vraiment un concept qui définit, voilà, le concept de ceci et cela. Donc, il y a une définition. C'est le piège qu'on a tendance à faire quand on fait une thèse.
c'est de chercher dans un document, c'est quoi le concept d'un tel. En fait, quand il s'agit d'une représentation abstraite, ça veut dire que ça peut être un raisonnement. Un raisonnement, c'est un concept. Un exemple qu'on peut prendre, bon, là c'est un outil d'analyse, c'est une représentation abstraite, c'est utile pour organiser des dispositifs dans la recherche empirique. Et là, par exemple, là c'est un concept. Quelqu'un peut partir, par exemple, de se dire, tiens, mon problème c'est quelle est la sécurité foncière des femmes, la sécurité des droits fonciers des femmes. Donc il se dit, tiens, pour pouvoir analyser la sécurité des droits fonciers des femmes, il faut que je regarde les acteurs et les moyens d'action des acteurs. Donc à droite. Et à gauche, je vais voir c'est quoi le contexte qui peut avoir une influence sur ces acteurs qui interviennent en fait pour qui agissent en fait sur la sécurité des droits fonciers des femmes. Et donc entre les deux, je vais voir quelles sont les relations qui existent. Et ça, c'est un concept. D'accord? Un autre concept que je peux vous donner aussi, c'est ça. Politique publique de la biodiversité. Donc, est-ce que je vais faire un suivi-évaluation des connaissances? Est-ce que je vais voir l'organisation socio-politique des jeux d'acteurs? Quels sont les modes de vie, etc. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont reliés entre eux, va nous permettre d'avoir un concept. Donc c'est le concept. Donc à partir du moment où vous faites une revue de la littérature et que vous vous dites, voilà, je pars de cette question-là et j'ai vu qu'un tel a aussi fait des investigations sur cet aspect-là, voilà ce qu'il dit et voilà ce que dit un autre et je vais discuter les deux à la fois et à la fin je vais voir qu'en fait il y a un troisième qui n'a jamais été discuté. Et je vais plutôt me pencher sur cet aspect-là. Donc ça, c'est le concept. La théorie, ça c'est la définition, il faut que ça soit généralisable. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre thèse va consister également à essayer de théoriser. Parce qu'à partir du moment où vous allez trouver quelque chose qui est généralisable, par exemple, quand vous concluez, je ne sais pas, un exemple qu'on peut donner, c'est vous êtes en train d'analyser, par exemple, quelle est l'efficacité du système de formation, par exemple, et vous avez fait des études sur un certain nombre d'étudiants, et à la fin, vous dites, voilà, c'est la méthode pédagogique qui n'est pas appropriée, c'est déjà une théorie, parce que c'est une conclusion à partir d'un certain nombre d'observations, et qui sera généralisable dans la mesure où c'est peut-être pas généralisable dans le monde entier, parce que ça, c'est les théories qui sont valables au niveau mondial, mais ça peut être généralisable à l'intérieur d'un espace, à l'intérieur d'un milieu, et qui va vous permettre, en fait, de dire, voilà, ça a été déjà fait, c'est une théorie. Elle est pas une théorie comme les grands noms. Hein. Par exemple, une théorie qu'on a, c'est... En physique, par exemple, la théorie d'Archimède que tout le monde connaît et qui s'intitule « Tout corps plongé dans un fluide reçoit une poussée verticale, etc. » Et ça, c'est valable partout sur Terre. Ben, c'est le même phénomène. Un exemple en économie également, sur la théorie, c'est la théorie des biens communs qui dit que dans une situation de compétition pour l'accès à une ressource, un conflit d'intérêts existe entre l'individu et le bien commun, parce que l'individu, pour survivre, doit développer une stratégie de rationalité économique qui est égoïste et qui pense à lui d'abord. Et il va dire, voilà, c'est un bien commun, je vais prélever le bien commun, et de toute façon, c'est un bien commun, donc je n'ai pas l'obligation et le devoir de le reconstituer par la suite. Et c'est une théorie, parce que ça existe. Une théorie aussi en biologie de la conservation, par exemple, ça part d'un principe qu'une espèce, deux espèces ne peuvent pas vivre dans un même habitat parce qu'il y aura une compétition, parce qu'il y a un certain nombre de facteurs
dont une espèce a besoin. Par exemple, s'il y a deux espèces qui sont antagonistes, comme les papillons ou le papillon et le caméléon, par exemple, à partir du moment où le caméléon il est dans l'espace, dans l'habitat, il va manger les papillons. Donc l'habitat du caméléon, le papillon n'a pas intérêt à vivre dans l'habitat du caméléon. Et ça a permis aux chercheurs en biologie de la conservation de dire, voilà, c'est la théorie des niches. Et ça permet par la suite d'expliquer la répartition des espèces. Et ça va être utilisé pour les gens pour dire, voilà, si on veut conserver les espèces, on va utiliser le cadre théorique ou la théorie, la théorie des niches, par exemple. Donc, il a une référence par rapport à une théorie qui existe déjà. Alors, le cadre théorique, j'ai essayé de donner un peu. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner le PowerPoint et je vais peut-être aller un peu vite parce que le mieux, c'est vraiment si on a la possibilité de discuter, si vous posez des questions. Tout le monde peut répondre, hein, c'est pas seulement moi, je vais juste animer les choses, quoi. Donc, le cadre théorique, ça n'est pas forcément un cadre dans lequel il y a des éléments disant la théorie est vraie si vous suivez ce cadre-là. Un cadre théorique, c'est aussi votre façon d'expliquer les choses et de mettre un raisonnement qui est cohérent par rapport à la littérature qui existe. Donc, ça peut être une justification de pourquoi on retient des définitions. Donc, dans votre sujet, par exemple, vous avez 3 définitions qui sont différentes, et pour pouvoir les départager, vous vous référez à une théorie. Donc, si on reprend, par exemple, la théorie des biens communs, donc on sait pertinemment que quand il y a un bien commun, si l'État ne met pas en œuvre donc une action collective parce que l'individu, il ne se sent pas en devoir de reconstituer la ressource. Donc, si c'est un bien commun, c'est l'État qui est gestionnaire du bien commun. Donc, l'État, il doit pouvoir mettre en œuvre des mesures pour contrôler, mettre en œuvre des systèmes de contrôle et de sanctions qui va permettre de mieux gérer les ressources en général. Et là, il peut y avoir des définitions qui disent ben, c'est quoi les biens communs, et puis X a dit les biens communs c'est ceci, Y a dit les biens communs c'est cela, etc. Et après, pour pouvoir choisir, parce que vous devez choisir, en fait, ça c'est un point fondamental dans la thèse, c'est que c'est vous qui faites la thèse, et c'est vous qui vous engagez en disant, voilà, il y a toute une masse d'informations qui est là, et moi je vais choisir celui-là. C'est vous qui prenez cette responsabilité-là. Et pour pouvoir le faire, vous vous référez à des théories, à des cadres qui existent et qui vont vous permettre de retenir les définitions. Et un cadre théorique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément un cadre analytique avec des grilles d'analyse, etc. Ça peut être juste une organisation de l'information en un ensemble cohérent. C'est-à-dire que ça doit respecter la logique entre ce que vous avez émis au départ comme question, les hypothèses que vous avez proposées et la façon dont vous essayez de répondre à cet ensemble de questionnements que vous allez poser après. Donc, il sert principalement à présenter un cadre d'analyse et à généraliser les relations théoriques. Donc, le rôle de la théorie, c'est vraiment ça. Donc, dans d'autres écoles, une thèse, ça consiste à choisir une théorie, à faire des études de cas, et puis à la fin dire si la théorie est valable ou pas. Donc, dans les autres écoles. Donc, on peut le faire aussi, ce n'est pas défendu, hein, donc ce n'est pas interdit au sein de l'école doctorale ici, mais je pense que ce n'est pas très utile en fait, parce que de dire, voilà, la théorie de quelqu'un et puis faire une étude de cas et puis à l'après dire voilà bon en fait c'est vrai, c'est pas très utile quoi, surtout si on veut aller dans le développement. Donc il appuie et renforce la problématique.
C'est-à-dire qu'à la fin, quand vous avez votre cadre théorique, vous êtes en train de dire, voilà, ma problématique, elle est vraiment quelque chose de très réaliste et de très utile et de très important et qui va régler en fait un certain nombre de problèmes. Et bon, bien entendu, ça sert à clarifier également des concepts et permet de définir des concepts et les arrimer à notre problème de recherche. Donc, comme je vous l'ai dit, là, c'était pour ça que dans l'introduction, il faut éviter de mettre tout dans l'introduction et de ne pas mettre une partie qui est consacrée à la méthodologie, parce que dans la partie méthodologie, vous commencez non pas par les collectes d'analyse, vous commencez par dire, voilà, rappel de la problématique, et c'est là votre cadre théorique, en fait, que vous allez le mettre. Donc, une approche théorique, c'est une structure potentielle d'explication avec un certain nombre d'éléments, donc des postulats, c'est-à-dire que vous vous dites, voilà, je pars du postulat, c'est-à-dire, pour moi, la gestion des ressources naturelles, c'est ça. Donc c'est un postulat que vous posez au départ. Et puis après, vous avez des concepts. Les concepts, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des idées. Ça peut être des idées qui ont été déjà émises par quelqu'un, mais ça peut être une idée à vous aussi. Et on espère d'ailleurs que vous allez pouvoir définir d'autres idées. Donc il précise un ensemble de relations postulées entre les différents concepts. Donc il y a toujours des relations qui existent entre des concepts et des sous-concepts. Et surtout, pose les hypothèses. Donc la meilleure façon de savoir si votre hypothèse est appropriée, c'est de voir sa cohérence vis-à-vis du cadre conceptuel et théorique que vous avez développé, en fait. Je sais que tout ça, c'est un peu abstrait, théorique, etc. Après, on va passer par quelque chose de plus concret, quoi. Donc, j'ai imaginé un problème de ce genre-là. Donc, le constat, c'est qu'il y a un monsieur qui a une bicyclette qui vient de l'acheter et en fait, il tombe tout le temps. Donc, le problème et le constat, c'est qu'il tombe tout le temps. Donc, il commence à se poser la question, mais pourquoi ça m'arrive? Est-ce que c'est la chance? Est-ce que c'est à cause de la fin du monde? Tout un ensemble de questions, etc. Et pour pouvoir traiter la question, il a en fait deux types d'approches. Mais il doit définir d'abord des hypothèses. Donc il se dit, si c'est une démarche scientifique, c'est une hypothèse, donc je me dis, tiens, pour pouvoir répondre à la question pourquoi je tombe tout le temps, il y a une première possibilité, c'est qu'il y a une défaillance de tout le système. Ça peut être, c'est à la fois moi, en tant que mauvais équilibriste, qui est la cause, mais ça peut être aussi le matériel, parce que je ne suis peut-être pas compatible avec le matériel qui nécessite plus d'extérité, par exemple. Donc ça, c'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est de se dire, tiens, attention, il y a une défaillance des composants. Les composants, c'est la bicyclette et l'humain. Donc, je vais essayer, si je mets en œuvre donc une méthodologie, je vais essayer de tout démonter en disant, est-ce que c'est les guidons qui est fourchu? Est-ce que c'est la fourche qui est fourchue? Est-ce que c'est les pneus qui sont gondolés? Est-ce que, etc., etc. Et, ou bien c'est moi, là, etc. Alors, dans la démarche de la recherche, ces deux hypothèses méthodologiques nous permettent donc de définir lequel des deux choisir. Donc, est-ce qu'on va aller dans les détails en expliquant que si ça ne fonctionne pas, c'est parce que l'ensemble des composantes du matériel plus l'humain est la cause de la défaillance, ou bien je vais tout regarder ensemble. Et ça revient au problème de la perception de l'être humain. Donc là, vous voyez, par exemple, là, c'est un verre. Et bon,
il y a des gens qui vont dire, voilà, c'est un verre à moitié plein. C'est un verre à moitié plein, comme il peut y avoir des gens qui vont dire, voilà, c'est un verre à moitié vide. Ça dépend de l'angle où on regarde les choses, en fait. Et ces points de vue-là font que s'il y a un chercheur qui travaille sur le domaine, il peut avoir une méthodologie différente de celui d'un autre chercheur qui travaille sur le même domaine. Et en fait, ces deux-là, s'il s'agit d'aller faire des investigations au niveau des composants, en sciences dures, ça s'appelle l'approche analytique. Donc, on analyse le fonctionnement de certains des composants en se disant, si j'additionne maintenant les diagnostics que j'ai faits au niveau de chaque composant, le tout va me permettre de comprendre les choses. Donc, il analyse l'état des composants de la bicyclette, il analyse aussi l'état de l'être humain, et puis il additionne par après donc l'ensemble des conclusions pour dire voilà pourquoi ça ne marche pas. Et en sciences sociales, ça s'appelle l'individualisme méthodologique. L'individualisme méthodologique accepte ou propose, définit l'approche en se disant tout part de l'individu en fait, on va le revoir après. Soit vous regardez tout le système, et en sciences dures, ça s'appelle l'approche systémique. En sciences sociales, ça s'appelle l'holisme méthodologique. Donc, il y a ces deux aspects-là qu'il faut considérer. Et donc, à partir du moment où vous avez fini déjà de faire votre conceptualisation en disant, voilà la théorie, voilà ce qu'a dit un tel, et moi je vais choisir ceci, mon postulat est cela, et je vais faire des investigations, vous devez quand même choisir quel est l'objet de votre recherche. Et pour choisir l'objet de la recherche, il faut aussi essayer de définir quelle est l'approche de votre recherche. Est-ce que vous allez analyser le tout ou est-ce que vous allez analyser l'ensemble des composantes? Donc ici, vous avez un certain nombre d'informations qui peuvent caractériser en fait l'approche analytique et l'approche systémique. Donc, dans votre thèse, quelque part, vous devez déjà vous dire, voilà, j'ai adopté la démarche analytique ou j'ai adopté la démarche systémique. Donc ça aussi, c'est la différence entre l'individualisme méthodologique et le holisme méthodologique. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je travaille plus sur les aspects de gouvernance, par exemple, et là, c'est un exemple que je vous donne. Donc, la gouvernance, on en parle beaucoup. Il y a plusieurs définitions de la gouvernance. Il y a la gouvernance normative, comme celle de la Banque mondiale, qui consiste à dire, voilà, la gouvernance, c'est la transparence, etc., etc. Mais il y en a d'autres qui disent, attention, la gouvernance, c'est un mode de gouvernement. C'est la façon avec laquelle le gouvernement gère les ressources. Donc, il peut le gérer d'une façon transparente. Dans ce cas, il sera conforme, par exemple, à la norme existante qui est celle des bailleurs. Mais c'est différent quand même parce que la gouvernance en tant que redevabilité, etc., n'est qu'une norme à suivre. Et il y en a d'autres qui disent non, la gouvernance, c'est un fait social. La gouvernance, elle peut changer. La gouvernance, elle n'existe pas uniquement au niveau d'un gouvernement. Elle existe partout où il y a des institutions qui interagissent et qui prennent des décisions. Vous voyez? Et entre les trois, vous vous dites, tiens, mais bon, mon postulat, c'est quoi? Est-ce que je vais prendre la gouvernance en tant que mode de gouvernement? Et donc, si vous dites ça, vous avez ces trois aspects, ces trois cadres analytiques qui ont été développés par ces trois personnes, donc Sabatier, Ostrom en 80 et Ufti en 2007. Et donc ces trois cadres d'analyse privilégient l'approche de l'holisme méthodologique, c'est-à-dire que la gouvernance est un tout. Donc il ne suffit pas d'aller dire, voilà, qu'est-ce qui ne marche pas dans le mode de gouvernement de Madagascar?
Ah, c'est l'application de la loi. Donc là, si c'est l'application de la loi, on n'utilise pas ces cadres-là. On fait une approche juridique de la chose. Et c'est une démarche analytique à ce moment-là. D'accord? Et donc, une fois que vous avez défini, quelle est l'approche méthodologique que vous avez définie, vous avez en fait identifié l'objet de l'observation ou le sujet de l'observation. Bon, j'ai mis sujet parce que les sciences dures, la plupart du temps, c'est l'objet. C'est l'objet qu'on observe. Les sciences sociales, c'est plutôt le sujet, la plupart du temps, qu'on observe. D'accord? Mais ici, quand je parle de l'objet, c'est qu'est-ce que vous allez observer? Parce qu'en fait, les techniques de recherche, c'est toujours soit l'observation, l'expérimentation, etc. Mais focaliser sur un objet. C'est quoi votre objet? Et c'est à ce moment-là seulement que vous pouvez dire, voilà, j'ai un objectif, que vous pouvez parler d'objectif, etc. Donc là, je vous ai donné un aspect du cadre d'analyse de l'Advocacy Coalition. Et vous voyez bien que là, par exemple, il considère la gouvernance comme un ensemble de sous-systèmes politiques dans lequel il y a des jeux de coalition qui vont définir des règles institutionnelles et qui, comparées avec la réactivité, l'interaction avec la décision des autorités gouvernementales, vont permettre de définir des règles institutionnelles. Donc les règles institutionnelles, c'est les procédures, c'est les lois, c'est les grandes décisions générales. Mais là, il dit attention parce qu'il y a tout cet ensemble d'interactions qui existent qui vont avoir des impacts au niveau des facteurs dynamiques comme les changements socio-économiques. Quel sera donc le rapport entre le changement socio-économique et les modes de constitution des règles institutionnelles en général? Donc là, vous avez des facteurs à gauche qui vont intervenir au niveau des acteurs en général et qui font que finalement, une gouvernance, ce n'est pas quelque chose qui va être statique, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps en fonction de l'évolution du contexte et en fonction des variables stables ou instables en général. Et si on regarde le cadre d'analyse de Ostrom, par exemple, elle dit, bon, là où il y a vraiment l'interaction ou les centres de prise de décision, c'est comme une arène où il y a des situations d'action et des participants. Donc c'est comme si vous regardez les matchs de football et donc là, le match, il est là, vous observez le match et dans le match, il y a un arbitre, il y a des joueurs, il y a des règles à l'intérieur, etc. Et Ostrom dit, voilà, il y a des variables exogènes qui vont intervenir au niveau de l'arène. Donc, pour un match de football, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait un match, mais moi j'ai fait un match, c'est quand même très différent de jouer avec vos supporters qui gueulent plus que les autres, que les autres supporters qui gueulent plus que le nôtre, quoi. D'accord? Donc là, il y a l'influence des spectateurs qui vont aussi intervenir au niveau des joueurs en général. Et en fonction des interactions et des effets et des impacts de ça, Ostrom définit des critères d'évaluation de la gouvernance. Donc elle va arriver à définir des grilles d'analyse en fonction de cette approche qu'elle a définie. Le cadre analytique de la gouvernance, ça c'est vraiment une grille d'analyse de la gouvernance. Il est articulé autour de cinq éléments. Le premier, c'est de considérer la gouvernance comme étant un problème. Vous ne pouvez pas faire une analyse de la gouvernance s'il n'y a pas de problème. Donc c'est quoi le problème d'abord? Et le problème, il doit être considéré comme étant une construction sociale. C'est-à-dire que les acteurs qui sont considérés ne sont pas uniquement ceux qui sont au niveau du gouvernement. Donc ça va aller au-delà. Et d'ailleurs, donc, le postulat posé par les concepteurs de cette grille d'analyse, c'est de se dire, là où il y a une association d'individus, il y a une gouvernance. Ce n'est pas uniquement au niveau du gouvernement qu'il y en a, il y a aussi au niveau... Donc, si on regarde par exemple et on compare par rapport à ce qu'a dit Ostrom, Ostrom, il va regarder les joueurs qui sont sur le terrain, mais Ufti, il va dire, attention, les spectateurs aussi, il y a une gouvernance des spectateurs
qui vont intervenir au niveau de la gouvernance en général. Et ça, il faut l'identifier. Et donc, pour pouvoir le faire, il dit, le deuxième élément, c'est qui sont les acteurs. Parce que parfois, un exemple qu'on peut vous donner, pour expliquer par exemple pourquoi après 20 ans de programme environnemental et 400 millions de dollars, on est arrivé à un constat que finalement l'environnement n'a jamais été détruite qu'actuellement. Et donc si on regarde qui sont les acteurs de l'action environnementale, vous allez trouver des institutions comme des ONG internationaux, des ONG nationaux, des communautés de base, etc. Mais vous n'allez pas retrouver, si vous faites cette analyse-là, vous allez retrouver que, par exemple, le président de Fouktan, c'est un acteur du programme environnemental. Pourquoi? Parce que le défrichement, il suffit d'aller voir le président du Fouktan pour 5 000 francs et puis vous avez le droit de couper la forêt. Et ça n'a pas été pris en compte dans la gouvernance du programme environnemental. D'accord? Après, vous avez les points nodaux. Les points nodaux, c'est quoi? On suppose qu'un gouvernement, par exemple, si on analyse la gouvernance gouvernementale, on peut penser que les décisions ils sont prises par le gouvernement. Mais comme le cas de Madagascar, par exemple, et beaucoup de pays du Sud, ce n'est pas le gouvernement qui prend les décisions. C'est soit les bailleurs, c'est soit la communauté de base qui est éloignée de toute mesure institutionnelle et qui est totalement isolée. Une communauté peut décider, par exemple, de défricher sans l'aval de quiconque, parce que c'est lui qui prend les décisions. Et ça, il faut identifier où se trouvent les centres de décision. Et ça, l'auteur, il a dit, c'est des points nodaux. Après, il y a les normes. C'est quoi les normes? C'est l'ensemble des règles, formelles ou informelles. Comment ça se construit, comment ça évolue. Ensuite, il y a des processus, parce qu'on a bien dit qu'il y a une évolution de la gouvernance. Une gouvernance d'aujourd'hui peut ne pas être la gouvernance de demain. Pourquoi? Parce qu'il y a des contextes qui changent, des acteurs qui ont décidé d'être sages par rapport aux autres, etc. Donc là, je vous ai donné 3 cadres d'analyse de la gouvernance. Ça peut exister, comme ça peut ne pas exister. Donc si ça n'existe pas, vous allez le créer, en fait. Donc là où c'est difficile la thèse, c'est que ça devrait vous permettre d'avoir plus de personnalité que vous n'avez déjà, parce que vous devez choisir. Et pour choisir, vous devez avoir une responsabilité. Mais pour être responsable, il faut que vous vous appuyez sur des argumentations et sur des écrits, des idées qui existent. Donc, vous allez vous référer à des théories, vous allez vous référer à des concepts en général. Donc, une fois que vous avez votre approche théorique choisie, vous allez aller maintenant dans le cadre opératoire, c'est le lien entre le conceptuel et l'opérationnel. Donc, la démarche de la recherche qui consiste à définir une question et attaquer l'objectif, parce que j'ai assisté à un certain nombre de comités de suivi de thèse. Il semble y avoir une norme qu'on n'a pas définie au niveau de l'école doctorale qui dit, voilà, question de recherche, objectif de recherche, hypothèse de recherche. Et en fait, chacun d'entre vous commence à utiliser ces choses-là. Mais il faut bien savoir que vous ne pouvez pas aller directement dans l'objectif, c'est quelque chose d'opérationnel. Quand vous dites objectif, c'est vous travaillez maintenant. Quand vous êtes conceptuel, vous êtes en train de réfléchir d'abord. Il faut éviter de réfléchir en travaillant parce qu'après vous allez vous couper la main si vous utilisez les scies par exemple. Et là, donc le stade du cadre opératoire, hein, donc la première étape c'est l'élaboration théorique, la deuxième étape c'est l'hypothèse.
c'est essentiel d'avoir des hypothèses à tester. Je sais qu'il y a deux types de démarches de recherche, hein, la démarche hypothético-déductive et la démarche inductive. La démarche inductive, l'école doctorale a décidé que la démarche inductive n'est pas l'approche utilisée au sein de l'école. Donc s'il y a des gens qui veulent faire de l'anthropologie, par exemple, c'est peut-être pas ici qu'ils doivent le faire, ils doivent le faire peut-être à l'école doctorale de la faculté des lettres. D'accord? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas une recherche inductive que vous n'allez pas faire des investigations par l'approche inductive. Parce qu'à partir du moment où vous faites des observations, vous faites de l'induction en fait. Vous dites, on regarde combien de fourmis a mangé une graine par exemple, et on a vu que quand il y en avait 20, la graine germait plus que les autres. Donc, c'est à partir de l'induction que vous avez les résultats. Donc, il y a utilisation des deux, en fait, à l'intérieur, mais la démarche globale et la démarche hypothético-déductive. Donc, il y a des déductions qui partent et qui vont vous permettre de définir des hypothèses, et vous allez vérifier les hypothèses. Une fois les hypothèses vérifiées, si c'est confirmé, vous allez pouvoir dire, voilà, j'ai expliqué, j'ai reçu une réponse à la question que je me suis posée. Et la plupart du temps, votre modèle de recherche, c'est question de recherche est égal hypothèse 1, 1 plus hypothèse 2. Si vous en avez d'autres, c'est plus hypothèse n, dans laquelle la variable expliquée, c'est la question de recherche, et les variables explicatives, c'est les hypothèses. Et donc, à partir des variables explicatives, vous avez des indicateurs. Vous avez des indicateurs qui vont vous permettre de dire, voilà, les données que je vais recueillir. Et une fois que vous avez tout ça, vous avez la possibilité de choisir les outils de collecte des données que vous avez à disposition, soit des observations, soit des expérimentations, soit des interviews, soit l'identification et l'analyse des bases de données, parce que à Nancy, par exemple, j'ai vu beaucoup de gens qui ont fait des thèses uniquement sur les statistiques de la FAO. Il y a que ils analysent les statistiques de la FAO. Bon, ils posent des concepts, etc., mais ils n'ont pas besoin d'aller sur le terrain. Ils disent c'est quoi l'évolution du commerce de bois tropicaux dans le monde, etc. Ils travaillent uniquement sur la base de données de la FAO. Et donc ça, c'est un cadre opératoire simplifié que j'ai envoyé, je crois, au D1. Ou à tout le monde, je crois que j'ai envoyé ça à tout le monde, non? Et qui résume un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça vous permet de voir si votre méthode de collecte est cohérente avec la question de recherche, si votre méthode de collecte est cohérente avec vos indicateurs d'hypothèse, ou avec vos hypothèses, etc. Donc, quand vous avez fini votre conceptualisation de votre thèse, vous essayez de remplir ça, et c'est un tableau de bord, en fait, que vous avez à disposition. Bon, si on résume, donc, c'est que le cadre théorique et ou conceptuel, comment on le fait? On le fait par la revue de la littérature. Et ça doit aboutir à des questions de recherche et des hypothèses, à des approches méthodologiques, mais également à des méthodes de collecte et d'analyse des données. Donc, un cadre théorique, il faut éviter de dire, voilà, où est-ce que je peux trouver mon cadre théorique? Je vais regarder partout dans le monde, il n'y en a pas. Vous pouvez vous-même définir votre cadre théorique ou conceptuel. J'ai dit et ou conceptuel parce que des fois, vous avez un cadre théorique, des fois, vous avez un cadre conceptuel. Si vous convoquez des théories, vous avez un cadre théorique. Si vous convoquez des concepts, vous avez un cadre conceptuel. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux, en fait. D'accord? Après, collecte et analyse des données, vous avez la possibilité de faire des analyses qualitatives comme des analyses quantitatives. Et en fonction du nombre de données que vous avez à disposition, vous pouvez faire, soit si vous avez peu de données, vous faites des statistiques descriptives
en évitant de mettre 17,2500% des gens, etc. Vous mettez 17%, et ça suffit. Soit vous allez, parce que vous avez plusieurs données, vous testez les différences, vous faites des tests de qui-deux, etc., etc. Après les résultats, les discussions. Vous allez interpréter les résultats en les présentant, en expliquant pourquoi c'est comme ça. Et pas une autre façon. Par exemple, vous dites, voilà, j'ai trouvé que à Madagascar, il y a deux types de gouvernance, une gouvernance formelle et une gouvernance informelle. Donc, pourquoi? Donc, je dis, voilà, on a trouvé qu'il y avait une gouvernance formelle, une gouvernance informelle. La gouvernance formelle, c'est l'ensemble des lois, des règles formellement élaborées par l'État et qui sortent par l'intermédiaire de ceci et de cela. Ça, c'est l'interprétation. Et la gouvernance informelle, dans laquelle il y a des prises de décision et il y a des actions qui sont mises en œuvre et qui sont peut-être contradictoires ou même antagonistes vis-à-vis de la gouvernance informelle. Donc, c'est ça l'interprétation. Mais après, vous allez discuter. Vous allez discuter en vous positionnant par rapport à des résultats d'autres auteurs. Donc, on dit, ah, il y a deux types de gouvernance qui existent à Madagascar. Si on regarde ce qui a été fait par la Banque mondiale, ils disent qu'en fait, il y a une mauvaise gouvernance. Donc je dis non, il ne peut pas y avoir de mauvaise et de bonne parce qu'il y en a deux qui sont différents. Laquelle est la bonne et laquelle est la mauvaise. Vous voyez? Et puis, j'ai vu aussi qu'il y avait Ostrom qui a fait une étude sur les forêts et qui dit, vous voyez, vous dites, bon, je me positionne par rapport à des résultats. Vous vous positionnez également par rapport à des théories, des cadres conceptuels, des cadres d'analyse, en disant, voilà, si je regarde les deux types de gouvernance, et si je reviens là-bas avec mon approche analytique, conceptuelle et théorique, je vois que finalement c'est l'approche de Ostrom qui est peut-être la plus adaptée par rapport aux résultats que j'ai obtenus. Et surtout, vous allez conclure sur le modèle de résultat à partir des analyses statistiques ou non des variables et des hypothèses. Et puis vous allez dire, voilà, l'hypothèse est confirmée. Mais la thèse ne se termine pas en disant ouf, bravo, les hypothèses ont été confirmées. Non, les hypothèses ont été confirmées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réponse a été répondue. Et donc, c'est ça la discussion. Il faut trouver des argumentations, des explications pour ça. Après, si vous avez trouvé que vos hypothèses n'ont pas été confirmées, ce n'est pas grave, mais vous allez expliquer en disant, écoute, c'est peut-être les hypothèses qui n'ont pas été bien définies, parce qu'il y a d'autres facteurs qui n'ont pas été pris en compte. Selon un tel, il fallait intervenir telle ou telle chose, etc. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Et puis, je vais vous juste présenter très rapidement, parce que je vais vous donner aussi ces deux choses-là. Attends. Si vous voulez, si vous êtes en sciences dures, en sciences naturelles, il y a ça que vous devez lire là. La démarche scientifique et l'article scientifique, il donne, je vais zapper, je vais le faire défiler très rapidement. Il donne un aspect de comment faire, ça c'est la biologie, hein, donc c'est la démarche de la biologie, hypothético-déductive, la démarche conceptuelle qu'il faut adopter. Je vais vous demander de le lire, je vais partager ça. C'est quoi l'observation? C'est quoi l'expérimentation? C'est quoi l'accumulation et l'interprétation des résultats? C'est quoi l'élaboration d'une théorie? Et puis à la fin, il va vous donner un aspect du rapport scientifique ou l'article scientifique.
à vous de regarder. Je vous conseille vraiment de lire ça. Et puis, il y a un autre qui est aussi très détaillé, et celui-là, il est plutôt adapté aux sciences sociales, que j'ai envoyé aussi au T1, je crois. Oui, je suis désolé, la formation, ça évolue. Donc, les T2, ils n'ont pas eu ça, mais on va vous envoyer ça aussi. Parce que lui, il va aller très loin, le monsieur, là. Il va aller... je vous donne juste l'idée de problème, les idées de recherche, les sources d'idées. C'est vraiment détaillé par rapport à ce que j'ai dit sur comment formuler le cadre conceptuel et tout ça. Et puis, lui, c'est plutôt une recherche il prend des exemples sur la gestion, sur le domaine de la gestion. Mais il va aller un peu plus encore là dans la méthodologie de recherche, en fait. Donc là, je vous demande de lire ça et puis de voir comment vous pouvez l'utiliser. Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que lui, il va dans les variables. Il va vraiment, c'est quoi les variables quantitatives, c'est quoi les variables, voilà, variables dépendantes, variables indépendantes. Après, il va aller dans le... Ce que je voulais vous dire, c'est la relation qu'il y a entre... bon. Voilà. Ce qui concerne le type d'investigation, le choix du mode d'échantillonnage, le choix des mesures appropriées, des instruments de collecte des données, voilà son cadre conceptuel de la recherche. Vous voyez ? Il dit, je pars de l'expérience en laboratoire, je fais de l'expérimentation, je fais de l'expérience de terrain, je design ma recherche, etc. Et là, je fais l'échantillonnage, la population, etc. Et donc, il définit l'ensemble des choses qu'il va prendre en ligne de compte. Et c'est ça la méthodologie, en fait. Vous dites, je prends quel type de données, comment je vais le prendre, quel type d'échantillonnage je vais prendre, quels sont les instruments que je vais utiliser. Et puis, à la fin, c'est très complet. Hein, ça peut... Voilà, l'analyse de données. C'est le plus important aussi. Donc là, il dit, dans un premier temps, vous faites les statistiques descriptives. Donc, la différence entre la recherche tout court et la recherche scientifique, c'est que la recherche scientifique, elle est objective. Et la seule façon de faire quelque chose d'objectif, c'est de pouvoir les argumenter par des arguments chiffrés. Parce que là, si c'est 1, c'est 1, c'est pas 2, c'est pas 3. Donc après, il va vous donner l'analyse de données. Hein. Donc il dit il faut faire une analyse de différence, il faut faire une analyse d'association, il faut faire une analyse de régression. Je ne sais pas si vous pouvez aller dedans, hein, parce que l'expérience qu'on a à Madagascar, c'est que si vous avez des données avec moins de 30 individus, c'est pas la peine de traiter ça avec des tests Ki2, etc. Voilà, je vais vous donner ça, hein, il faut le lire. Voilà, j'attends vos questions si vous en avez, vos commentaires. Merci. Donc on va prendre 3 questions. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions. Pas de questions? Moi j'ai une série de questions. Donc, en fait j'ai 5 questions.
Est-ce qu'un phénomène peut être analysé avec plusieurs théories? Donc ça, c'est une première question. Est-ce qu'il est possible que dans le cadre d'un papier ou de la thèse, on mobilise plusieurs cadres théoriques? Parce que là, en étudiant, on prend le cadre théorique et on trace. Et par exemple, dans mon cas, j'ai eu l'impression que je ne peux pas analyser le phénomène que j'observe à travers un seul cadre théorique. Où est-ce qu'il faut faire ce choix-là? Si le cadre théorique a été adopté et si la réalité ne peut pas être analysée par le cadre théorique, donc j'ai pris le cadre théorique A par exemple et je l'analyse de manière empirique et je me rends compte que ça ne colle pas, que je n'ai pas assez d'éléments. Est-ce que c'est le choix qui est mauvais ou est-ce que c'est la théorie qui est limitée? C'est quoi? Une fois j'ai présenté dans mon comité de thèse et on m'avait dit votre thèse doit avoir une contribution empirique, théorique et politique, c'est-à-dire une application dans et c'est quoi une contribution théorique? Est-ce que ça veut dire que par exemple, il y a une théorie et à la fin je dis que cette théorie est limitée? Est-ce que cette théorie permet d'expliquer autre chose ou autre chose? Est-ce que c'est une autre manière d'interpréter la théorie? Quand on pose, cinquième question, quand on pose les questions de recherche, c'est-à-dire, je prends juste la question du vélo. Donc le mec il est tombé, la question pourquoi est-ce qu'il tombe tout le temps? Donc dans les hypothèses, on prend une hypothèse en disant je vais expliquer comme hypothèse que c'est l'état de la route qui fait qu'il y a beaucoup. Donc ça c'est l'hypothèse. Ou on fait plusieurs hypothèses, c'est-à-dire c'est la route, c'est le gars, c'est le vélo, c'est le vent. Est-ce que ça se fait dans ces deux approches-là? Donc est-ce que là une hypothèse ou on a plusieurs hypothèses, tout ce qui est possible, on prend tout ce qui est possible, ou on prend une hypothèse et on teste. Voilà, merci. Le problème, c'est que je ne me souviens plus de la première question. Ah. Est-ce qu'on peut analyser un phénomène, avec plusieurs théories? Je n'ai pas la réponse. Par exemple, oui. Ça dépend, en fait. C'est pour ça que je dis qu'en fait, il n'y a pas une norme précise qu'il faut suivre et une feuille avec à gauche toute une série de facteurs qu'il faut juste remplir, quoi. Donc, tu peux, par exemple, analyser un problème en disant je vais convoquer deux théories et je vais expliquer à partir de quelle est la théorie qui est la mieux appropriée pour résoudre le problème, en fait. À ce moment-là, ta problématique sera une problématique théorique. Tu vois? Et si c'est plus empirique que théorique? Si c'est plus empirique, je pense que c'est mieux d'utiliser uniquement une théorie et pas une autre. Une seule théorie. C'est mieux, je ne dis pas qu'on ne peut pas, mais c'est mieux de le faire parce que, en fait, ça va dépendre de la difficulté avec laquelle tu vas faire l'exercice. Tu dis, voilà, j'ai un problème et j'ai deux théories. Et si les deux théories sont sensiblement les mêmes, ça va. Mais s'ils sont totalement éloignés, là, tu vas avoir une différence parce que tu vas faire deux thèses. Tu vas regarder avec la première théorie et puis avec la deuxième. Et à la fin, tu vas pouvoir dire, voilà, quand j'ai utilisé les deux, ta conclusion, de toute façon, pourra permettre de contribuer à ce que tu as dit tout à l'heure sur quelle est la contribution théorique de ta thèse. Parce qu'à ce moment-là, tu vas dire, bon, parce que là, tu vas adopter la démarche classique de prendre une théorie, faire une étude de cas et conclure par rapport à ça. Et à ce moment-là, tu vas dire, voilà, j'ai les résultats, les études de cas que j'ai prises me permettent de dire que telle théorie est plus appropriée pour expliquer ce phénomène. Et est-ce que à l'école doctorale, est-ce qu'on a un positionnement
par exemple, dans les autres écoles doctorales, il y en a qui disent, nous, on fait des thèses en économie, on fait des thèses en sociologie, on fait des thèses en géographie et patati patata. Et par exemple, moi, j'analyse les marchés fonciers. Donc, moi, j'analyse tout ce qui est marché. Donc, le marché foncier, on peut l'analyser à travers les lunettes de l'économiste, de sociologue, de l'anthropologue, du juriste et de tout ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a une discipline qu'il faut, est-ce qu'il y a une discipline qu'il faut qu'on se positionne? Est-ce qu'on se positionne, par exemple, donc si tu veux faire ça, il faut le positionner dans discipline économique plus ou plutôt sociologique ou comme ça? Est-ce qu'il y a ça au niveau de l'école? Ben justement, quand j'ai parlé tout à l'heure des théories, j'ai parlé d'Archimède, des biens communs, etc. Mais les biens communs, il y en a d'autres qui ont d'autres théories. Si on prend l'exemple du développement durable, par exemple, il y a des théoriciens qui disent, Malthus et je ne sais pas qui, on dit, en fait c'est un problème démographique, donc il faut l'analyser à partir de la démographie. À ce moment-là, il fait une thèse démographique parce qu'il a choisi la théorie de Malthus, tu vois. Donc, si tu veux vraiment mettre une étiquette, quel type de thèse tu fais, ça va être par rapport à la théorie que tu as convoquée pour expliquer les choses. Merci. Mais j'ai répondu à toutes les questions déjà. Parce que... si on prend un cadre théorique, donc on dit par exemple, moi je prends l'encastrement par exemple pour analyser un phénomène d'encastrement social, et je me rends compte une fois sur le terrain. Donc, et là aussi, j'ai un peu ces sujets de débat sur l'approche inductive et hypothético-déductive. Parce qu'une fois sur le terrain, on se rend compte que le cadre ne permet pas forcément d'analyser toutes les réalités. Donc, est-ce que c'est le positionnement théorique qui est erroné ou est-ce que c'est la théorie qui est limitée? Donc ça, c'est... Parce que quand même, il faut beaucoup de boulot pour définir le cadre. Et une fois sur le terrain, on se rend compte que ça passe pas. Moi, c'est mon problème. Ça passe pas une fois sur le terrain, ça passe pas. C'est comme refaire un autre truc. Oui, je pense que ça peut arriver, des cas comme ça. Et c'est pour ça que nous, on avait dit, la thèse, puisqu'on est limité en 3 ans, la première année, c'est vraiment conceptualiser, théoriser, c'est vraiment l'état de l'art. Mais théoriser, c'est aussi, comme j'ai dit, conceptualiser. Tu peux aller aussi sur le terrain pour tester si ton cadre il est correct et que tu peux l'utiliser ou pas. Mais parce que parfois les gens, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, ils disent voilà, j'ai mis mon cadre, donc la deuxième année je vais aller prendre les données, et puis quand il va sur le terrain, il constate qu'en fait ça ne marche pas. Et bon, tant pis, mais on peut tricher, hein, mais je ne vous conseille pas de tricher, mais mais comme j'ai dit tout à l'heure, là où on peut tricher, c'est que vous avez déjà des données, parce qu'il n'y a pas seulement des D1 ici, il y a des D2, il y a des D3. Et donc vous avez des données. Finalement, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez même pas de cadre théorique. Et donc, à partir de vos données, vous pouvez en créer une pour mettre dans l'état de l'art. C'est ça, tricher pour moi. Mais vous pouvez le faire. Merci. Tout d'abord, merci, monsieur le directeur, pour votre présentation qui était vraiment intéressante. Et moi, j'ai une question par rapport à la thèse par article. Quand on fait une thèse par article, comment on peut définir le cadre théorique? Est-ce qu'il faut avoir des cadrages différents pour chaque article? Parce qu'on nous a dit de définir, d'utiliser la méthodologie IMRED pour chaque article, et séparément pour la thèse tout ensemble. Et une autre question, comment on articule
l'ensemble de la thèse, les articles dans le corps de la thèse. Merci beaucoup. Oui, effectivement, peut-être qu'on n'a pas dit ça. Dans une thèse par article, qui est la nôtre, vous n'avez pas le choix, vous devez faire ça. Donc c'est la norme au niveau de l'école doctorale, une thèse par article. Les D3 et les D4 et plus ont eu la chance de ne produire qu'un seul article avant la soutenance, parce qu'avant, on exigeait seulement un article. Les D2, les D1, ils doivent faire absolument 2 articles, au moins 2 articles. Et tout à l'heure, je vous ai présenté le modèle question de recherche est égale hypothèse 1 plus hypothèse 2. Et en fait, donc, le plan que j'ai donné tout à l'heure, c'est une introduction générale, c'est un état de l'art, une méthodologie générale. Donc là, c'est l'approche, etc. Mais quand tu vas faire ton article, c'est là qu'il va y avoir les détails, en fait. Donc la méthodologie générale, c'est l'approche générale. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait l'approche individualiste méthodologique, tu as analysé telle ou telle chose, etc. Mais en bas, tu vas mettre... on a fait des entretiens sur 20% d'échantillons. C'est dans l'article qu'il faut mettre ça. Et c'est pour cette raison que je vous conseille de travailler sur des hypothèses. Parce qu'en principe, quand vous avez deux hypothèses, vous avez 2 chapitres. Et le premier chapitre, c'est l'hypothèse 1, et le deuxième chapitre, c'est l'hypothèse 2. Si vous n'en avez qu'une, vous avez une hypothèse, donc vous avez des résultats pour ça uniquement, quoi. Mais après, c'est la façon de structurer l'article qui va vous donner... vous voyez bien, ici, l'article, il ne raisonne plus en termes d'hypothèse, hein, il raisonne en termes d'objectifs. Je ne sais pas si vous faites la différence. Pourquoi? Parce que l'article, c'est déjà... L'article, ça doit répondre à une hypothèse. Les résultats qui vont être obtenus à partir de l'article, ça va répondre à l'hypothèse. D'accord? Mais l'article, il va raisonner en termes d'objectifs. C'est quoi l'objectif de l'article? L'objectif de l'article, c'est de voir si... Et cet objectif-là, il doit être un objectif d'hypothèse. Donc, pourquoi une thèse par article? Parce que si vous avez fini de faire les 2 articles, hypothèse 1 et hypothèse 2, vous allez rédiger uniquement les autres parties et vous insérez tel quel dans la thèse, les articles. Mais vous avez une discussion générale et vous avez une conclusion générale. Donc, dans la discussion générale, vous allez discuter les conclusions, les résultats et les conclusions des 2 articles que vous avez établis. Je vous ai dit, quand vous faites une discussion générale, vous allez vous référer à votre cadre théorique, c'est-à-dire à l'état de l'art que vous avez élaboré. Est-ce que ça répond à la question? Ok. Oui. Oui. Tu comprends le malgache, Jean-Pierre? Pardon, excuse-moi, je parle en français là. Il y a quelque chose, je suis un peu perdu en fait quand tu parles de cadre conceptuel, théorie et cadre théorique. Je n'arrive pas à faire la distinction entre les deux. Je te propose un petit exemple. Par exemple, quand on parle d'institutionnalisme rationnel et institutionnalisme holiste, ça c'est le concept, ça c'est une théorie, je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, je comprends. Mais pourquoi tu poses la question? C'est ça que je ne comprends pas. J'arrive pas, en fait, parce que j'arrive pas à distinguer les deux, en fait, parce que si je dis, par exemple, je parle d'institutionnalisme rationnel, il y a tout ce qui tourne autour, et puis, par exemple, je parle d'institutionnalisme holiste, il y a tout ce qui tourne autour, et puis je me dis, pourquoi ne pas mélanger, par exemple, les deux? Et c'est ce que je propose dans ma thèse. Au lieu de dire... La problématique, en fait, c'est qu'on oppose souvent les deux. On dit que les deux ne peuvent pas se concilier, en fait. Et donc,
dans ma thèse, je me dis, je vais essayer de mélanger les deux et faire en sorte, proposer un modèle qui fasse en sorte que les deux soient compatibles. Donc, ma question, en fait, c'est que je ne comprends pas, c'est quoi réellement, par exemple, par rapport à mon cas, c'est quoi le cadre conceptuel, c'est quoi le cadre théorique? Mais c'est parce que ton exemple, il n'est peut-être pas approprié, parce que ce que tu as dit là, ce n'est pas une théorie ni un concept. C'est une approche méthodologique. L'institutionnalisme rationnel, c'est une approche méthodologique. Parce que là, il est bien précisé, quand il s'agit d'institutionnalisme rationnel, on part de on part de l'individu, et puis on peut passer par les actions collectives. C'est une approche méthodologique. Ce n'est pas une théorie. C'est un instrument qui va te permettre de collecter de la meilleure façon les données que tu as besoin pour expliquer ton phénomène. Et à la limite, la théorie sur laquelle je dois employer, alors, est-ce que ce serait la théorie de la gouvernance, c'est ça? C'est plutôt ça? C'est dans ce sens-là? Excuse-moi, je ne me souviens pas de ton sujet, mais la théorie, elle doit être en rapport avec ta question de recherche, en fait. Ta problématique. La théorie ou le concept. Parfois, il y a des théories, parfois, il n'y a pas de théorie qui existe. Donc, c'est là que tu utilises les concepts. Les concepts, c'est des idées générales, c'est des idées abstraites, dans lesquelles tu fais un processus cognitif qui consiste à poser des questions, à y répondre, et puis à se dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu la même idée que moi? Donc, mais parfois, il peut y avoir une théorie avec un cadre théorique et un cri d'analyse. Et donc, si ça existe, tu peux les prendre et tu les utilises. Si ça n'existe pas, c'est toi qui dois conceptualiser un cadre théorique qui est l'ensemble il faut lire peut-être la présentation que j'ai faite là. C'est organiser d'une façon cohérente le cheminement et le raisonnement par rapport à ton problème. Oui, on peut en discuter. Mais en fait... C'est l'antagonisme entre les deux, en fait, le sujet de ma thèse. Comment se construit, par exemple, la gestion d'une ressource. Et donc, il y a l'approche top-down et l'approche bottom-up. Et donc, je me dis, les deux sont toujours en opposition, souvent en opposition. Donc, ma problématique, en fait, c'est comment concilier les deux. Oui, mais c'est parce que tu as posé un postulat qui dit que c'est antagoniste, les deux. Mm-hmm. Mais si tu prends une théorie que tu convoques au niveau de la discipline de la gestion, par exemple, dans un système de gestion, tu as la possibilité de dire, voilà, je prends les décisions, et puis les décisions, ils vont aller du top au down, mais le down, il va me donner un retour, et puis il va me permettre de gérer ça. À ce moment-là, tu choisis la théorie de la gestion, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, hein, qui consiste à dire, voilà, on peut allier les deux, il suffit de faire ceci. Donc l'hypothèse, c'est qu'on fait il y a un retour qui doit permettre de réorienter les décisions au niveau top. Et c'est ça ton hypothèse. Tu vois? Ouais. Ah, c'est un peu plus clair. Merci. Ouais. C'était pour ça que je ne voulais pas répondre à ta question de quelle thèse tu fais. À l'école doctorale, vous pouvez faire des thèses en économie, des thèses en géographie, des thèses... Vous êtes... moi, par exemple, je suis forestier de formation, je n'ai jamais fait l'économie. J'ai jamais fait la sociologie, etc. Mais là où je travaille, c'est plutôt la sociologie. Vous voyez? Parce que j'ai fait les investigations et j'ai vu que les théories, comme tu dis, ne permettaient pas d'expliquer les phénomènes et qu'il fallait chercher ailleurs. Donc là, j'ai approfondi au niveau de la sociologie pour expliquer des phénomènes.
Donc, est-ce que je peux dire que je suis un sociologue? Non, je ne suis pas un sociologue. C'est une recherche en sociologie, par contre. Voilà. C'est ça plutôt que je voulais dire. Ah, d'accord, ok. Plus que ce n'est pas le positionnement du chercheur, D'accord. le positionnement de la recherche. Oui. C'est-à-dire, on peut être économiste et dire, je suis économiste, mais je fais une thèse ou je fais un article en sociologie. Parce qu'après, le positionnement de discipline, en fait, après, c'est important quand on veut publier. On ne va jamais publier un papier qui mobilise les théories de la sociologie dans des revues en économie. D'accord, ouais. Sinon, ça ne va pas passer. Okay. Je rebondis justement sur cela, parce que dans le cadre opératoire, vous avez fait savoir qu'il ne faut pas utiliser l'approche empirico-inductive, alors que si on veut avoir la qualité dans la recherche, quand on fait donc l'analyse qualitative, à ma connaissance, et je peux me tromper, hein, c'est aussi par rapport à mon cursus peut-être, c'est qu'il faut toujours partir de l'empirico-inductif pour avoir cette qualité-là de l'information. Alors jusqu'où peut-on aller dans cette démarche empirico-inductive pour rebondir après sur l'hypothético-déductive? Oui. Une précision d'abord, je n'ai pas dit que c'était interdit de faire la démarche inductive, parce que j'ai dit que quand on observe, on fait de l'induction. D'accord? Donc, à partir du moment où vous avez vous vous basez sur des données empiriques. Les données empiriques, c'est l'induction. Il y a pas, donc, mais notre démarche globale doit être la démarche hypothético-déductive. Donc, ça veut dire que dans chacune des thèses qui vont être soutenues au niveau de l'école, il doit y avoir une question de recherche et des hypothèses. Après, si tu n'as pas de cadre théorique, ce n'est pas un problème, parce que tu vas en créer une à partir de l'induction que tu vas faire. Donc, tu mets un dispositif et tu dis, bon, on va voir quel est l'impact de la nouvelle méthode pédagogique au niveau des élèves, par exemple. Il n'y a jamais eu d'études là-dessus. Tu es obligé de faire une récolte de données empiriques sur ça. Et tu fais de l'induction. Mais ta thèse doit comporter quand même, au départ, des hypothèses. Merci infiniment. Oui. Alors pour moi, ce serait pour l'article concernant l'état de l'art. Dans cette partie-là, je n'ai pas encore mes résultats. Et comment je vais suivre l'IMRED, parce qu'il faut mettre l'introduction, méthode, résultat et discussion. Est-ce que je peux combiner le résultat et discussion? Et comment vais-je élaborer le résultat et discussion en même temps? Parce que je ne vais pas parler de mes propres recherches, mes résultats, mais des résultats des auteurs dans les littératures que j'ai fait, et comment élaborer ça. Et deuxième question, c'est par rapport aux références, parce qu'on nous dit toujours d'utiliser des références récentes, très récents même, mais c'est difficile d'en trouver. Et comment choisir les bonnes références en fait, ceux déjà cités plusieurs fois avec des journaux, comment on dit, voilà, avec des rangs supérieurs. C'est ça mon problème, de choisir les articles, les références. Mais ça veut dire que tu en trouves beaucoup? Oui, exactement. Mais comment choisir par rapport à tout ça? Mais non, c'est pas le choix des références, c'est par rapport aux arguments qu'ils donnent, c'est pas par rapport à la personne ni à la revue. Mais ça nuit pas à la crédibilité de notre article parce qu'on n'utilise pas des bon, références. Tu vas pas faire une référence sur ce qu'a dit un tel sur Facebook, donc ça on peut pas. Tu peux pas non plus comparer par rapport à quelque chose qui a été fait, qui a été écrit sur un journal Midi Madagascar. Oui, pas scientifique, quoi.
tout ce qui n'est pas scientifique, tu peux pas, enfin, tu peux te référer au début en disant, écoute, tous les journées du monde entier parlent du coronavirus. Là, tu peux le dire. Mais si tu discutes, tu ne peux pas te référer à des publications qui n'ont pas... par exemple, une fois, c'est ici à l'ESA, par exemple, une fois, il y avait des gens qui ont écrit dans des revues où il n'y avait pas de... C'est une revue, quoi. Tout le monde peut écrire là-dedans, mais il n'y a pas de comité de lecture. Donc, ça n'a pas été... Les résultats qui ont été définis n'ont pas été confrontés à l'expertise de quelqu'un qui connaît le domaine. Donc, qu'est-ce que tu pourras dire par rapport à la fiabilité de ce qu'il dit? Donc, c'est ça, en fait. Mais par contre, toi, tu peux te référer à, par exemple, pour le changement climatique, c'est ça ton domaine, je crois. Tu dis, bon, les femmes, je sais pas quoi, etc. Et tu dis, bon, quand on était sur le terrain à Tamatave ou à quoi, une personne a dit ceci, et je pense que c'est bien ce qu'elle a dit. Mais là, c'est vous pouvez faire référence à des dits des gens, même si c'est des gens qui ne sont pas scientifiques ou qui ne sont pas célèbres. C'est l'argumentation que la thèse, en fait, c'est quoi? La thèse, c'est essayer de démontrer quelque chose. Vous allez démontrer quelque chose à partir d'arguments. Donc, le plus possible, il faut utiliser celui des autres. Parce que si vous le faites et que vous n'avez pas mis en place un dispositif empirique expérimental, on va dire que vous faites du blabla, comment on dit déjà là, affirmation gratuite. Donc ça va dépendre de l'argument. Un exemple que je peux vous donner, c'est moi j'ai créé depuis je me suis rendu compte qu'à Madagascar il y a une théorie que j'ai appelée la théorie du positionnement social. La théorie du positionnement social, c'est dans des pays comme Madagascar, on a hiérarchisé partout. La hiérarchie enseignant-étudiant, la hiérarchie parents-enfants, grand frère, petit frère, partout c'est comme ça. Classe exceptionnelle, les stagiaires, la théorie, etc. Et donc, pour justifier ça, on a fait des études empiriques. Donc, on a eu un dispositif, mais quand on a énoncé la théorie, on a dit, mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Un tel au Congo a aussi émis le fait qu'en fait, il y a ces aspects-là, quoi. Mais c'est pour démontrer que ce que tu dis, c'est quelque chose de pas seulement particulier. J'ai dit que la théorie, c'est généralisable. Et la discussion, ça va servir à généraliser un ensemble de phénomènes qu'on a regardés et qui te semblent généralisables parce que c'est quelque chose qui peut être vrai partout où on a. Donc, tu vas convoquer les gens en disant « J'ai vu qu'il y a ceci ». Et je pense que c'est normal parce qu'un tel aussi a vu là, dans une autre région, par exemple. Et c'est ça le plus important, c'est le sens des mots et sa cohérence vis-à-vis de comment tu peux l'utiliser pour justifier ta démonstration. C'est ça la discussion. Oui. Non, dans l'état de l'art, il n'y a pas de résultat. Ah, le résultat. Non, le résultat dans l'état de l'art, oui, parce qu'effectivement, on a préconisé que les T1, ils peuvent déjà écrire un article à partir de la littérature. Le résultat dans l'état de l'art, c'est que vous faites vous conceptualisez, vous dites, voilà, je suis parti de la question que ceci, voilà les hypothèses que j'ai émises, et j'ai regardé dans la littérature, et j'ai vu qu'il y avait deux théories qui étaient en contradiction, et j'ai analysé les trois, et j'ai vu que
la théorie 2 était la plus appropriée, donc ça me permet de... Et le résultat, c'est ta prise de position par rapport aux théories qui existent. Oui. Le résultat, c'est que là, c'est... Attends, je vais peut-être vous envoyer aussi le... Est-ce que tout le monde reçoit les mails sur EDGRNT, là? D'accord. Parce qu'il y a des articles qu'on a fait comme ça, il y a des thèses qui étaient ici, et il y a des thèses qui sont des articles qui sont juste de la revue bibliographique qui a été publiée. Et c'est un article. D'autres questions avant que je ne... Lui, après toi. Merci de la parole m'accorder. J'ai une question, mais c'est par rapport aux références. Il y a 2 volets. Est-ce qu'il y a un nombre exigé par les GRND? Est-ce qu'il y a? Pour la thèse, y a-t-il un nombre obligatoire de références? Oui, d'ouvrages ou de références citées. 2, est-ce qu'il existe aussi une question de quota? Parce que quand vous nous recommandez de rédiger la référence en recourant à Harvard, on a vu qu'il y a tantôt des ouvrages, des articles, thèses, rapports, webographie, etc. Est-ce qu'il y a un quota exigé? Que dans la rédaction finale, il faut autant pour les ouvrages, autant pour les articles, autant pour webographie, etc. Merci. En fait, il n'y en a pas. On n'est pas encore allé jusqu'à ce point-là. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de doctorants qui soutiennent. Hein. Ça, c'est notre faiblesse. On est peut-être l'école doctorale qui a le plus de doctorants à Madagascar. Mais les gens ne soutiennent pas. Il y a des gens qui font comme ça, là. Non, il n'y a pas de limitation. Mais c'est mieux si vous avez plus d'articles de référence, en référence, que d'ouvrages et de livres scientifiques et d'articles, que la webographie, par exemple, des choses comme ça, quoi. Et dans les références, vous pouvez aussi mettre des textes, hein, des textes de loi. Hein. Oui. Toujours sur les références, je voulais savoir, une fois j'ai fait une communication et on m'a dit, en fait ce monsieur-là, c'est une littérature crise. Et donc j'étais un peu bête, je ne savais pas déjà ce que c'est une littérature crise. Et c'est ma question, qu'est-ce qu'une littérature crise en fait? Et puis je me suis quand même un peu questionné après, je me suis posé la question, et puis j'ai vu il y a des littératures crises, et puis il y a des littératures scientifiques dans le sens strict du terme, rigoureux. Donc est-ce que tu peux quand même expliquer un peu plus, nuancer les nuances? Tu peux répondre. Oui, une fois j'ai suivi une formation sur ça, du coup je partage, je connais. Tout d'abord, pour répondre à la première question, avant de publier des articles ou des trucs comme ça, regardez d'abord les guides de publication, parce que chaque revue n'a pas les mêmes obligations. Donc, parce que là on a dit résultats, discussions, ce qu'on peut mettre ensemble, parfois il y en a qui acceptent, parfois ils n'acceptent pas. Donc il faut regarder d'abord la revue, vous voulez publier, et après commencer le boulot, mais pas dans l'autre sens. Pas commencer le boulot et après chercher la revue, vous allez publier. Et concernant le nombre de références, il y a des revues qui limitent le nombre de références, parce que ce n'est pas qu'il y a 1000 références que c'est béton. Il y a des papiers qui ont juste 15 références, mais vraiment des bonnes références. Donc ça, et la différence, il y a 2 choses. Il y a la littérature scientifique et la littérature crise. Tout ce qui est littérature scientifique,
Donc, c'est les articles de revue, donc tout ce qui est journal, donc tout ce qui est publié dans les journaux, et également des ouvrages, soit des chapitres d'ouvrages, mais la spécificité des articles scientifiques, c'est donc des ouvrages scientifiques, c'est eu des comités de lecture et de validation. Donc, ça passe des comités et il y a une validation par les pairs. Donc, il y a des lectures par des référents et qui valident plus ou moins qu'on peut accepter ou non votre publication. Donc, le fait que votre publication soit acceptée, ce n'est pas votre décision, c'est la décision d'un autre comité. Donc, une fois ça passe ça, on parle de revues, on parle d'articles scientifiques, de publications scientifiques. Par contre, la littérature grise, par exemple, la FAO, quand la FAO écrit un rapport, ou quand la Banque mondiale écrit un rapport, il n'y a pas de comité scientifique de validation. Il y a des comités de rédaction, mais pas forcément des comités de validation. C'est-à-dire que la Banque mondiale peut écrire ce qu'il veut, l'idée de l'auteur, dans les ouvrages. Et ça ce ne sont pas des références scientifiques. Et généralement, il y a des revues qui n'acceptent pas la littérature grise. Vraiment, on peut citer 1 ou 2 littératures grises, ça passe, mais quand tout est de la littérature grise, c'est immédiatement rejeté. Donc voilà. Non, mais il ne s'agit pas non plus d'enlever toute la littérature grise. C'est pas ça. C'est pas ça. L'idée n'est pas d'enlever tous les rapports de la Banque mondiale ni de la FAO. Parce que si on met par exemple, selon la FAO, à Madagascar, il y a 10 millions d'hectares de terres arables. Donc ça, ce sont des grandes données générales. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas l'idée de quelqu'un, mais c'est un constat. Par contre, quand on parle surtout d'idées, donc il faut faire la nuance entre un constat et une idée. Quand on parle d'une idée en disant que, par exemple, si je dis, ce sont les migrants qui défrichent les forêts, ce sont les migrants qui détruisent les forêts à Madagascar. Ça, c'est une idée. Il y a ça peut être discuté. Et si c'est là, vous citez, selon la FAO, ce sont les migrants qui défrichent les forêts, ça, c'est pas recevable. Parce que il y a d'autres auteurs qui peuvent dire non, ce sont les autochtones qui défrichent. Mais si vous dites, selon la FAO, je ne connais pas donc le milieu, il y a 10 millions d'hectares de rizières à Madagascar. Ça, c'est un constat. Du coup, il y a une différence de la manière de mobiliser ces références. Je ne sais pas si vous voyez la différence des deux. Je vais dans l'approche méthodologique, les méthodologies utilisées. Il y a la méthodologie utilisée par... c'est dans la continuité de la discussion. Hein. Si par exemple il y a une méthodologie d'échantillonnage, par exemple utilisée par l'IFAO par exemple, ou l'UNICEF, est-ce que ça peut être également... Ça existe la notion de méthodologie crise? Tu comprends? Je fais loin, hein? je dis des bêtises peut-être, mais est-ce que, par exemple, tu comprends ma question? Parce que j'ai posé cette question également à Nourtsou qui est là-bas. Salut Nourtsou. Et qui m'a fait répondre, il faut toujours référencer les méthodologies, il faut toujours justifier. Par exemple, tu dis, la FAO a proposé tel type d'analyse, et tu cherches également dans d'autres littératures scientifiques que Rakout également a mobilisé ça, Rappé également a mobilisé ça, mais toute la méthodologie, il faut toujours également justifier. Même les variables qu'on utilise, il faut les justifier. Il ne faut pas juste, par exemple, l'adoption d'une innovation. Et tu dis, dans l'adoption de l'innovation, je vais prendre caractéristiques sexe. Moi, par exemple, c'est l'erreur que moi j'ai fait et c'est le problème maintenant. Mais il ne faut justifier pas de la théorie pourquoi est-ce que variable sexe a été introduit parmi les variables explicatives. Même si la FAO a mobilisé ça, il y a d'autres articles scientifiques qui ont validé parce qu'il y a également des articles méthodologiques. Donc il y a d'abord les articles théoriques qui parlent de la revue de la littérature. Donc là, c'est que de la revue de la littérature. Il y a les articles méthodologiques qui présentent uniquement la méthodologie. Il y a des articles empiriques qui parlent uniquement des résultats et traitements d'analyse. Donc, dans les méthodologies, il faut valider toute la méthodologie, soit par des articles méthodologiques, soit par des articles théoriques ou empiriques.
Donc, il ne faut pas juste balancer. Je fais une analyse, une approche, l'analyse, par exemple, les livelihoods, comment on dit, les mois d'existence. J'analyse ce phénomène par la théorie des moyens d'existence, selon Rakut Rapé, qui a également mobilisé ça dans ce cadre-là, mais on ne balance pas juste comme ça, quoi. Même si la FAO l'a utilisé, la Banque mondiale, ce n'est pas le problème, en fait. Juste pourquoi les mémoires et les thèses sont... Ça n'a pas été publié. C'est juste ça la réponse. Si c'est publié, mais ce n'est pas publié. Il y a une différence. On peut publier si on veut transformer les... Et maintenant, à l'agro, ils font ça de plus en plus. Ils publient les travaux de mémoire et ça devient des travaux scientifiques. Mais quand ça reste au stade de mémoire, ben c'est pas des... C'est plus académique que scientifique, en fait. Ma question, c'est concernant la rédaction de l'article. Il y a les auteurs. Et ma question sur les auteurs, qui sont les auteurs qui doivent être impliqués dans la rédaction? On ne peut pas être moi seul rédacteur de mon article, mais il faut qui doit être impliqué dans la rédaction, parce que à part la comité de lecture, au niveau de qui doit valider l'article, alors avant la soumission de l'article, il faut les auteurs. Alors j'ai besoin de savoir qui doit être impliqué et la démarche à faire donc pour la rédaction. Pour les articles, vous pouvez écrire un article tout seul, mais ce n'est pas conseillé. Donc on n'a pas besoin qu'il faut le soumettre à d'autres, mais on peut l'écrire tout seul. Attends, j'ai pas fini. Tu peux écrire ton article tout seul parce que c'est toi qui es le responsable, mais ce n'est pas conseillé parce que il y a des gens qui se vexent facilement. Donc, quand ton directeur de thèse, par exemple, n'est pas associé à ton article, il ne pourra pas t'aider parce qu'il n'est pas associé. Et si tu publies un article et que tu vas faire la présentation quand même, il va pas, si tu as une mauvaise posture, il ne va pas te défendre lors de la défense. Donc, c'est des trucs comme ça qui font que, stratégiquement, il faut mettre les membres du comité de suivi de thèse, les membres du comité de suivi de thèse dans l'article, en tant qu'auteur de l'article. Ça va vous permettre de les responsabiliser à regarder l'article. Parce que plus l'article, il y aura plus de travail quand il y a des gens qui vont lire l'article. Mais c'est mieux s'il y a plusieurs personnes qui lisent l'article. Même juste pour corriger le français, par exemple, ou l'anglais, ou je ne sais pas quoi. Mais, attention, parce que si vous demandez à quelqu'un d'être co-auteur, vous lui envoyez l'article et qu'il ne répond pas, il n'a pas le droit d'être maintenu en tant que co-auteur. Hein. Les co-auteurs, les auteurs doivent être des gens qui ont vraiment contribué à l'article, qui ont donné des commentaires, c'est des gens qui ont fait le travail. C'est pas juste pour mettre le nom dedans, quoi. Donc, c'est au moment où tu vas faire ton comité de suivi de thèse que tu vas dire, voilà, j'ai écrit cet article-là, est-ce que vous êtes d'accord de faire partie de ça? Mais ça engage ceci, cela, quoi. Voilà les engagements. Après, c'est comme Maën a dit, hein, il faut suivre les procédures de là où tu veux publier. Ils ont des guides pour les auteurs, quoi. Parlons d'articles. Je ne sais pas si c'est mentionné dans le livre blanc ou non, mais je vais poser quand même la question. Est-ce que nous, les doctorants, devons
toujours le premier auteur dans les deux articles, ou est-ce que c'est possible de compter un article en co-auteur, mais le doctorant était en troisième auteur ou dernier auteur, mais pas le premier auteur? Et une deuxième question par rapport à la communication. Quel genre de papier, papier justificatif, ou si on a déjà fait une communication, mais pas, c'était pas ici à l'USSA ou dans notre école doctorale, mais ailleurs, quelle serait la preuve exigée par l'école doctorale pour que la communication effectuée sera prise en compte dans les deux communications de notre thèse? Merci. Pour ce qui concerne l'article, oui. Non, je ne me suis pas souvenu de la première question encore. Non, ça va maintenant. Ça va dépendre, en fait. Au niveau de l'école doctorale, il y a quand même une gouvernance. D'accord? Donc, je vais vous rappeler la gouvernance au niveau de l'école doctorale, c'est qu'il y a le conseil de l'école doctorale qui décide. Les autres sont des exécutants. Donc moi, je suis exécutant de ce que décide l'école doctorale, le conseil de l'école doctorale. Et puis après, nous avons le comité de suivi de thèse. Après, vous avez les directeurs et les co-directeurs. Et chacun a son rôle à l'intérieur. Et donc, le directeur ou le co-directeur de thèse, le conseil de suivi, le comité de suivi, en principe, c'est lui qui doit avaliser tout ce qui concerne le contenu de votre thèse. C'est le comité de suivi de thèse qui avalise tout le contenu de votre thèse. C'est lui qui va donner l'autorisation, la proposition d'autorisation de soutenance, c'est le comité de suivi de thèse. Et donc, si le comité de suivi de thèse juge que, même si vous êtes, il y a 15 auteurs et vous êtes le dernier, ça passe. D'accord? Mais si le comité de suivi de thèse dit, il faut vraiment que vous soyez au moins le deuxième auteur, à ce moment-là, vous devez être le deuxième auteur. Ça, c'est la prérogative du comité de suivi de thèse. Donc, ce n'est pas dans le livre blanc, ça. Deuxième chose, on avait dit, ça, cette fois-ci, c'est le conseil de l'école doctorale qui a décidé que tous les étudiants, à partir de la deuxième année, doivent, avant de soutenir... Non, ce n'est pas le conseil qui a décidé, c'est le texte qui dit ça. Les textes qui disent qu'il faut 2 articles. Et les 2 articles, en fait, on peut les substituer par 2 colloques à comité de lecture et avec, comment on appelle ça, les actes du colloque. Donc, tu as fait un poster, mais il y a un acte du colloque dans lequel il y a ton article, ça passe. C'est considéré comme un demi. C'est demi, c'est 2 communications. Si vous faites 2 communications, ça sera comptabilisé comme un article. Donc si vous faites 4 communications à comité de lecture avec acte du colloque, vous n'avez pas besoin d'article. Mais le problème, c'est que si tu ne rédiges pas l'article, tu vas devoir rédiger tes chapitres. Et c'est la même chose, quoi. Merci, monsieur le directeur. Donc, si je comprends bien, par rapport à la première question, dès que j'ai terminé un article, 1 ou 2 articles, je dois communiquer aux membres de suivi de thèse pour qu'ils valident si ça peut passer ou non. Oui. D'accord, merci. Oui. D'autres questions? Et
Bon, je profite de l'occasion parce que j'ai lu le sondage, là. Il y a à peu près 74 personnes qui ont rempli le sondage. Et ça fait rigoler quand même, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, la journée des doctorants, il faut que les directeurs de thèse et co-directeurs assistent à ça aussi. » Quand même, vous êtes supposé être en contact régulier avec vos directeurs de thèse et co-directeurs de thèse. C'est quand même pas pendant la journée des doctorants qu'on va inviter les directeurs et les co-directeurs, quoi. Donc, en fait, toutes les questions que vous avez posées, vous aurez dû les poser déjà aux directeurs de thèse et co-directeurs de thèse, quoi. Il faut... Moi, j'insiste là-dessus parce que je suis interpellé par les gens qui disent Bruno, on ne trouve pas des doctorants. J'encadre des doctorants, mais je ne les trouve pas. Et ça me fait mal au cœur quand j'entends ça. Parce que vous devez solliciter vos directeurs de thèse et co-directeurs de thèse. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés 300 heures par an, 100 heures par an pour vous encadrer. Et il faut vraiment aller les voir. Si vous avez des problèmes avec vos encadreurs, c'est là que vous devez saisir la direction de l'école. S'ils ne répondent pas. Autre. Juste remarque par rapport à ce que Aïn a fait dit. Il faut faire attention dans les actes de colloque. Parce qu'une fois que vous mettez vos présentations dans les actes de colloque, ils sont plus valables pour être publiés. Il faut faire attention. Il faut faire très attention à cela. Donc c'est un choix. Moi, par exemple, j'ai participé durant ma deuxième année à trois colloques scientifiques. Mais il y a vraiment des questions à chaque fois que vous participez. Est-ce que vous voulez que votre communication apparaisse dans l'acte, oui ou non? Si vous mettez oui, alors oubliez, il ne faut plus publier ça. On ne peut plus le publier. Parce que les refus ne veulent pas une connaissance qui a déjà été communiquée par l'acte de colloque. Je ne sais pas si vous comprenez la subtilité du truc. Donc il faut faire attention. Si vous avez déjà... Ce qu'on m'a fait conseiller, c'est qu'on participe à des colloques. C'est un peu les versions bêta, les versions TC, des papiers que vous allez publier. Et non le papier que vous voulez vraiment publier. Donc ne présentez pas dans des colloques le truc top, mais plus des trucs coussi-coussa. Ah, non, c'est sérieux parce qu'une fois, si dans les actes de colloque, et on trouve Rakout ou, je sais pas, l'analyse du Moufkas à Madagascar, n'espérez plus que vous allez être publié Rakout ou Moufkas à Madagascar dans une revue. Hein. Ça, il faut oublier. Hein. Donc ça, c'est déjà perdu. Donc il faut faire attention là-dessus. Donc, merci Aïna pour ce partage. Est-ce que quelqu'un a encore une ou des questions? Ou des remarques? Des partages aussi sont tous les bienvenus. Donc, s'il n'y a plus de questions, ok. Donc, on peut enchaîner avec la présentation des doctorantes et on veut remercier infiniment Monsieur le Directeur pour toute cette matinée qu'il a consacrée pour nous les doctorants. Merci beaucoup Monsieur le Directeur.